Bonjour Leïla Merck. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes coordinatrice de projet de recherche à l'université de Stanford aux États-Unis, au Content Policy and Society Lab. Vous vous intéressez à tout ce qui est contenu sur les réseaux, sur Internet et à l'impact sur la société. Alors ça y est, on y est. Elon Musk a officialisé son rachat de Twitter. Et tout le monde s'excite, chacun essaie de comprendre quelles seront les conséquences de ce rachat. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, déjà, ça m'inspire que Elon Musk a quand même une parole performative. Il est très, très fort. Ce qu'il dit, on a l'impression qu'il le fait. Et on a presque envie qu'il arrête de parler parce que moi j'ai très peur que le jour où il dit « je serai demain président des États-Unis », il le devienne un peu comme il avait décidé un jour. Immédiatement. Voilà, un jour il avait décidé de faire redescendre ses fusées de l'espace, il l'a fait, de faire conduire des voitures autonomes, il l'a fait, de racheter Twitter, il l'a fait. Parfois ça prend du temps, mais enfin il le fait, quoi, et à chaque fois il nous bluffe. Voilà, donc moi ça m'inquiète beaucoup parce que pour une fois, c'est pas un projet ni économique ni technologique qu'il a en fait. On voit bien que technologiquement, il veut faire quelques petits changements sur Twitter, mais c'est pas vraiment la raison de son achat. Le projet économique, on est tous d'accord que c'est pas, voilà, l'entreprise, elle fait 1 milliard les bonnes années avec le vent en poupe. Et donc finalement, qu'est-ce qui nous reste ? C'est un projet politique et c'est surtout une course internationale et il sera ni le premier ni le dernier au monopole de l'espace public d'expression en ligne. Et c'est ça que je trouve, moi, très, très dangereux et qui révèle, en fait, les failles de notre gouvernance mondiale de l'Internet. Oui, parce que c'est vrai que Twitter, c'est un petit réseau social, entre guillemets. Tout le monde n'est pas sur Twitter, mais ça a une importance et une influence incroyable. Tous les hommes politiques, enfin, toutes les personnalités politiques s'expriment sur Twitter. Ensuite, c'est relayé dans les médias. Il y a quand même un côté agora qui est indubitable. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, d'après vous ? Ce qu'il va faire, il a essayé plus ou moins de l'annoncer, même si c'est pas très clair. Déjà, je pense que même lui, il est pas trop sûr de ce qu'il veut faire. Je pense qu'il a une idée en tête. La première, et déjà pour moi, on part mal. Il a l'idée que y a de la censure. Il a l'idée que Twitter devrait être un espace de débat et qu'aujourd'hui, il n'en a plus les moyens. Déjà, on part sur des présupposés de base qui, pour moi, sont un peu compliqués à défendre, étant donné que le débat n'a jamais été interdit sur ces plateformes de réseaux sociaux. Ce qui est interdit, c'est l'effet de masse, c'est le harcèlement, c'est l'invective. Si le débat était interdit, Trump aurait été, en tout cas, si certaines idées étaient interdites, Trump aurait été viré de cette plateforme il y a bien longtemps. Donc déjà, sur cet aspect-là, il est difficile de comprendre puisqu'on a un peu l'impression qu'il se bat contre des chimères d'une certaine manière ou contre des chimères qu'il imagine bien plus grandes que ce qu'il n'en est. Il a quand même pour lui le fait et il le fait d'une manière que moi je trouve très très dangereuse, mais de mettre en lumière un vrai sujet qui est la protection de la liberté d'expression. Encore une fois, le débat n'est absolument pas interdit, les sujets ne sont pas interdits, mais, et on est assez d'accord avec lui là-dessus, la liberté d'expression n'est pas toujours protégée sur ces plateformes, notamment par manque de moyens, notamment par manque de compréhension de certains contenus, par manque de traducteurs. Il faut savoir que les équipes Twitter sont quasiment toutes anglophones, donc c'est déjà compliqué pour eux de traiter les contenus en anglais, mais alors les contenus en français, et puis après, je vous imaginez sur toutes les différentes langues qui peuvent exister. Donc déjà, ça, il le comprend assez peu. Mais en plus, lui, il est vraiment dans cette idée que cette liberté de parole est en danger et qu'il doit restaurer un peu le monde tel que lui l'imaginait, qui est en fait le monde d'avant Trump et qui est en fait un monde très violent qui laisse la place à celui qui crie le plus fort. Et donc c'est un peu ça qui, moi, m'étonne sur sa vision de la liberté d'expression, puisqu'il se considère être un absolutiste de la liberté d'expression. Obama aussi, il l'a dit il y a quelques jours à Stanford, il a dit « je suis un absolutiste de la liberté d'expression ». Très bien, les deux se revendiquent et pourtant ils ont des projets politiques extrêmement différents. Oui, totalement, ouais. Puisque Obama en appelle aujourd'hui à plus de régulation. Exactement. Donc, sous-entendu, à plus de modération et d'interventionnisme quelque part. En fait, c'est la question de faire de la dentelle. Une bonne protection de la liberté d'expression, c'est une quantité de moyens absolument hallucinants, puisque on traite des flux de contenu qui sont hallucinants. Et donc, si on a des algorithmes qui sont,
pas extrêmement entraîné. 2, bourré de biais. Ça demande des investissements d'avoir un bon algorithme. Ça se fait pas du jour au lendemain. 3, explicable. Ça signifie qu'une fois que l'algorithme a pris sa décision, on sait pourquoi, comment. Et puis 4, backé, on va dire, par des modérateurs humains. C'est énormément de moyens. Mais qu'est-ce que cette modération, cette on va dire augmentation de la modération permet? Ça permet que sur une courte période de temps, comme l'impose la loi, le travail de jugement soit fait d'une manière fine, qualitative. Et aujourd'hui, le manque de moyens fait que comme on a des délais courts pour supprimer certains contenus, notamment terroristes, enfin tous les contenus illégaux, et les plateformes se précipitent parfois dans cette censure pour éviter la sanction financière, pour éviter la sanction légale. Sauf que du coup, il y a ce qui s'appelle des faux positifs et donc parfois la liberté d'expression est mise en danger. Donc moi, je suis complètement du même avis qu'Obama, mais du même avis tout simplement par exemple qu'Obama, que ce sur quoi je travaille et sur quoi les équipes de chercheurs travaillent depuis longtemps, c'est de dire plus on aura des moyens, plus la modération pourra être fine, moins on mettra en danger la liberté d'expression. Et également, on permettra donc aux minorités, on permettra aux citoyens, on permettra aux utilisateurs de manière générale d'avoir de la place pour parler et que ça soit pas juste un grand microphone pour ceux qui crient le plus fort. Mais Leila Merck, c'est quoi grande question, mais c'est quoi la liberté d'expression? Est-ce que les propos révisionnistes, les propos anti-vax, les propos de désinformation, de transformation de la vérité, comme on en voit souvent, tout ça, ça existe sur les réseaux. Est-ce que ça doit continuer ou est-ce qu'il faut mettre le haut là? C'est sur ça que moi, c'est pas mon boulot en fait de répondre à cette question-là. Par contre, cette question, il faut la poser et elle est pas posée. Et c'est ça que nous on dénonce, enfin pas dénonce, mais sur lequel on tire la sonnette d'alarme depuis un moment avec le Content Policy and Society Lab. C'est qu'en fait aujourd'hui, dans les différentes législations prises, cette question-là n'est pas traitée. Ce qui fait que lorsqu'on a un DSA qui sort en grande pompe, très bien, mais il n'y a pas de définition des contenus illégaux. Il n'y a même pas de définition des contenus non recommandés, parce qu'encore une fois, il y a le lawful, mais il y a le lawful but awful. Et donc finalement, les choses qui peuvent, je sais pas, Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? C'est ce qui n'est pas interdit par la loi, mais qui pousse à c'est des formes de harcèlement qui poussent en fait à créer de la nuisance et des méfaits dans la société. Donc c'est ça en fait. C'est typiquement la question des vaccins. Lorsque la parole anti-vax peut entraîner des morts, ou même, on me l'a même de la question des vaccins, quand Donald Trump parle d'eau de Javel ou toutes les bizarreries qu'on a pu entendre, ça en peut entraîner des personnes qui sont atteintes physiquement. Techniquement, rien n'interdit Donald Trump de dire buvez de l'eau de Javel. Rien, c'est pas illégal. Par contre, est-ce qu'on a envie que des millions de citoyens, milliards de citoyens l'entendent? Ça, c'est une autre question. Ouais, mais dans une logique très libérale et même libertarienne comme celle d'Elon Musk, l'idée c'est de dire écoutez, après tout, chacun se fait son avis, chacun se débrouille avec la vérité et puis advienne que pourra. Complètement, mais c'est exactement ça. Sauf que on est beaucoup, et moi je pense que c'est la bonne position de considérer que comme dans la vraie vie, on laisse pas les gens, aller sur la route en disant conduisez de la meilleure façon que vous imaginez conduire. Personne fait ça, parce que sinon celui qui aurait un tank, il aurait aucun problème. Et puis la petite de Dodge, moi j'avais une 2 chevaux, on serait un peu mis en danger. Aujourd'hui, personne ne laisserait faire ça. Ça ferait de sens pour personne, parce qu'au final, c'est ceux qui seraient le plus équipés et le plus capables d'écraser les autres qui fonctionneraient. C'est la même chose en ligne, en fait. Et sauf que cette position-là, qui est une position qui doit être une position politique, mais pas que, qui doit être une position citoyenne, qui doit faire appel à de nombreux acteurs, parce que les politiques aussi, ils vivent pas forcément tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que vivent les influenceurs aujourd'hui. Voilà, ils se rendent compte de choses dont personne ne se rend compte. C'est cette position-là qui doit être prise, et c'est ce qu'on appelle de la politique de contenu. C'est pas de la modération, c'est pas de l'outillage, c'est une vision. Et la liberté d'expression, c'est un peu comme qu'on dit aujourd'hui, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça en fait le fond du problème. C'est qu'aujourd'hui on n'est pas capable de se rendre compte qu'en ligne, pour protéger la liberté, il faut l'arrêter, et que c'est pas enlever de la liberté en général, c'est la disséminer, c'est la partager entre tout le monde en fait. Je sais pas si c'est assez clair, mais j'ai l'impression que c'est vraiment essayer de comprendre que des choses qu'on ne tolérerait pas dans la vraie vie, non seulement il ne faut pas les tolérer en ligne, mais en plus elles sont encore plus néfastes en ligne. Parce que lorsque quelqu'un, dans la vraie vie, personne n'accepterait que quelqu'un se fasse battre à coups de pied en bas de chez soi. Bien sûr. Mais en ligne, c'est pas une personne qui bat une personne à coups de pied en bas de chez soi. C'est des milliers de personnes qui se ruent sur la même personne.
Et c'est ça, en fait, qui est interdit par les plateformes. Je dis pas du tout qu'elles fassent du très bon travail. Je pense pas qu'il y ait du tout assez de moyens. Je pense que de manière globale, il y a une hypocrisie générale à toutes les échelles. Mais alors vraiment, il y a pas de débat là-dessus. Mais il y a un moment, elles sont pas là pour faire de la censure. Elles sont là pour essayer de faire en sorte que le réseau, tout le monde puisse avoir une petite part au soleil. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que ces réseaux sociaux favorisent l'individualisation de la prise de parole, la concentration, l'agrégation. Et c'est ça, en fait, qu'on veut faire. Si on veut défendre le free speech, c'est du free speech pour une personne et du free speech pour tout le monde. Et c'est la vague question de égalité, équité, que des libertariens comme j'allais dire Trump, mais comme Donald, comme Donald Musk, comme Musk. Lapsus, n'entendent pas. C'est que c'est la question de l'égalité par rapport à l'équité. Est-ce qu'on veut donner à tout le monde les mêmes outils ou à tout le monde les mêmes chances? Encore une question, même si on pourrait s'arrêter là-dessus, mais encore une question. Selon vous, qu'est-ce que ça dit de notre utilisation des réseaux sociaux, individuellement et collectivement? Et est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant, on est un tournant qui va, je sais pas, nous faire réaliser qu'il nous faut plus de technique, plus d'éducation, plus de je sais pas quoi? Merci pour le mot éducation. C'est exactement ça, en fait. On est à un tournant, non pas de prise d'action, si seulement, moi j'aimerais bien qu'on soit un tournant de prise de conscience. Parce qu'on cherche toujours le responsable, en fait, de ça. Est-ce que c'est les plateformes? Est-ce que c'est les modérateurs? Est-ce que c'est le législateur? Est-ce que c'est Musk? Et ils ont tous une responsabilité. Est-ce que c'est le modèle économique qui pourrait être débattu? Mais si on revient quand même à la source, les responsables, c'est quand même ceux qui postent en fait ces messages-là de violence. Et ok, ils sont pas bien gérés par les plateformes, mais ça reste quand même le fait que certaines personnes se lèvent un matin et se disent parce que c'est en ligne ou même pas parce que c'est en ligne, c'est ok de traiter telle personne, c'est ok de publier des vidéos de gens qui sont noyés dans l'océan, tout ça c'est ok. Et en fait, la vraie responsabilité, c'est une responsabilité sociale et politique. En fait, on vit une crise complète qui s'exprime sur les réseaux sociaux et ceux-ci font le bouc émissaire parfait ou la solution technologique parfaite et on se dit on va ouvrir l'algorithme et il y aura plus de problème. Mais qui va le lire? Qui va le comprendre? Sur quelles données? Moi, je passe mon temps à dire que c'est à mettre toutes les questions technologiques, il y a une réponse éducationnelle qui, pour moi, aura beaucoup plus d'impact que tout le monde. Et si aujourd'hui nos jeunes et nos adultes, d'ailleurs, parce que c'est pas qu'une question de jeunes, apprenaient un peu plus, savaient mieux maîtriser comment faire fonctionner l'esprit critique, c'est pas juste de la haine en ligne dont on se débarrasserait, c'est de la radicalisation, c'est de l'intolérance. Donc ouais, vrai tournant éducationnel qu'on souhaite. Ouais, enfin les réseaux sociaux sont aussi un formidable exutoire pour des gens qui, éducation ou pas, seront là-dedans, hein, que ce soit la désinformation pour des raisons commerciales parce que ça rapporte de l'argent de raconter n'importe quoi, puisque ça fait de l'audience, ou bien dans un but de déstabilisation, y compris venant de l'étranger, etc. On a un peu l'impression que c'est le tonneau des Danaïdes, quoi. On n'en verra jamais le bout de cette histoire. C'est un peu la question. C'est un peu la question de on n'en verra jamais le bout. Et de toute manière, on pourra faire toute l'éducation qu'on voudra. Il y aura toujours des gens qui viendront sur les réseaux sociaux faire leur exutoire. Ça me fait penser, en parlant d'exutoire, il y a quelque chose qui existe aux États-Unis. En gros, c'est des salles de défoule. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais des gens viennent, payent un forfait, souvent assez conséquent, et passent 1 heure, 2 heures à tout casser. Donc, ils cassent des télés, ils cassent des miroirs, ils cassent des vases, ils en sortent, et c'est un peu leur exutoire. Bon, bah, est-ce qu'il y aurait pas un truc un peu à imaginer là-dedans de personnes qui viendraient faire ça? Ouais, mais d'un autre côté, c'est un peu, on pourrait se dire, le réseau social de Donald Trump va faire ça. C'est-à-dire que c'est que des personnes qui peuvent se retrouver, partager les mêmes idées et critiquer tout le monde. Sauf que ce qu'on voit, c'est que ça marche pas. Pourquoi? Parce que taper dans le vide, ça fait plaisir à personne, surtout pas eux. Oui. Et taper quand les gens réagissent, il y a rien de plus excitant pour quelqu'un qui est anti-wokiste qu'un wokiste qui réagit. Et inversement, il y a rien de plus excitant pour un wokiste qu'une personne raciste qui vient se faire attaquer. Enfin voilà, c'est aussi la nature même de la cible, de la réponse qu'on a. Donc ça pourrait être intéressant, mais à voir comment ça fonctionne. Leila Merck, vous connaissez bien les États-Unis. Est-ce que c'est pas également le reflet d'une situation en ce moment aux États-Unis qui s'est, on le sait, considérablement radicalisée de part et d'autre, hein. La société américaine est peut-être encore plus polarisée aujourd'hui entre la gauche et la droite libérale que la France, par exemple. Ah bah largement plus. Alors là, c'est carrément indiscutable. Non pas qu'il n'y ait pas de polarisation en France, mais ce qu'on peut voir aux États-Unis où il n'y a plus aucun parfois spectre de valeur. Enfin, ce qu'on a vu avec l'invasion du Capitole, c'est quand même le fait qu'il y ait
Et encore aujourd'hui, en fait, des personnes sont convaincues. Il n'y a plus de confiance dans l'État, il n'y a plus de confiance dans la parole publique, il n'y a pas de confiance dans les scientifiques. C'est vraiment cette question de la confiance et de la preuve, finalement, qui manque. Donc, cette polarisation, elle entraîne de l'intolérance, qui entraîne de la peur. Et finalement, moi, j'en viens à pas vraiment en vouloir à tous ces gens. Enfin, moi, ça me fait plutôt beaucoup de peine, en fait, de me dire, mais qu'est-ce qu'il a pu faire qu'est-ce qu'on a pu rater pour que ça aille aussi loin. Et c'est pour ça que moi, je veux surtout pas dire, il y a aucun problème sur les réseaux sociaux où, attention, il faut faire des lois qui vont demander en 4h30 le retrait des contenus. Parce que évidemment que ces personnes-là, ils vont se retrouver face à des faux positifs. On va avoir le mot salope, par exemple, qui va être interdit, et le manifeste des 143 salopes qui va être interdit avec, et le nombre de faux positifs qui va augmenter. Et ça va juste donner du grain à moudre à ces personnes de dire, bah, vous voyez, tout ça est un complot, en fait. On leur donne du grain à moudre en ne traitant pas des problèmes que sont leur capacité effectivement parfois à dire des choses, le fait que lorsqu'un contenu est supprimé, ils ont beau demander 1 fois, 2 fois, 10 fois à Twitter, personne ne leur répond. C'est ça en fait le creux du problème. Alors après, moi j'aimerais bien que Musk, avec 44 milliards, il s'attaque à comment recréer du lien et un socle de valeurs communes dans la société. Je pense que ça fera beaucoup plus pour la liberté d'expression que d'enlever n'importe quelle barrière. Voilà, moi je me dis 44 milliards, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça, des façons d'éduquer les gens pour renouer du dialogue, les façons de... Et voilà, c'est un inventeur de génie qui règle ce problème-là, c'est ça. Le vrai problème qu'on a à gérer, et on n'a pas assez de bon cerveau pour le gérer, pardon. Donc moi j'aimerais beaucoup trouver une réponse à ce type de problème-là. Merci beaucoup, Leila Merck, coordinatrice de projet de recherche au Content Policy and Society Lab à l'université Stanford. Merci beaucoup.